présenter un peu la Tunisie, pour parler d'un sujet un peu différent du titre qu'on vous a donné, parce que ce serait trop lent. Je vais essayer de vous donner quelques points de repère, puisqu'il s'agit des relations entre l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée, dans le cadre des relations euro-méditerranéennes. Je vais vous donner quelques points de repère très rapidement, essentiellement économiques, mais aussi sociaux, qui recadrent un peu tout cet ensemble-là, et puis revenir au sujet avec quelques interrogations. Les repères. Je vais vous en proposer quelques-uns très rapidement. Il y aura quelques chiffres, mais j'essaierai de vous en donner très peu, essentiellement encore une fois, pour que vous ayez une idée de la situation qui prévaut dans les pays. Organisation politique. L'organisation politique dans les pays de la Méditerranée, elle est très diversifiée. Il y a des monarchies ou des républiques, il y a même un cas particulier, l'autorité palestinienne, mais au sud, que ce soit des monarchies ou des républiques, c'est souvent des régimes autoritaires ou des dictatures en général. Premier constat. Situation démographique. C'est un sujet qui est presque aussi important que la question de l'eau que je classe comme étant le problème numéro 1. Situation démographique, je vais vous donner quelques chiffres à travers une cinquantaine d'années. 1950, les pays de la Méditerranée regroupaient environ 212. Entendez? Non. C'est bon comme ça? Rapprochez le micro. Hein? Donc, sur le plan démographique, 1950, les pays de la Méditerranée représentaient à peu près 212 millions d'habitants. 1985, 35 années après, 360 millions dans l'ensemble, 50% au nord, 50% au sud. 2004, 50 ans après, autour de la Méditerranée, 12 pays méditerranéens européens regroupés 200 millions d'habitants et 9 pays arabes, 200 millions d'habitants. Prévision pour 2025, vous savez qu'en matière de démographie, contrairement à d'autres domaines particulièrement économiques, les prévisions sont très fiables, sauf de très très graves catastrophes. On prévoit pour 2025, 75 ans après 1950, c'est le plan bleu qui le prévoit, 523 millions d'habitants, dont un tiers seulement au nord, alors qu'en 1950, 2 tiers étaient au nord. Mais, pour terminer sur la note démographique, la question fondamentale, ce n'est pas tellement l'aspect quantitatif. Ce qui est important, c'est la structure des populations. Et la structure des populations est en train de changer et changera encore jusque vers les années 2025 et plus tard, où nous allons voir une structure de population dans les pays du Nord où la pyramide des âges va faire apparaître une situation avec des pourcentages de personnes âgées très importantes et inversement dans les pays du Sud. Cela pose un certain nombre de problèmes internes au pays, question de la retraite par exemple, dans un pays comme la France, qui n'est pas le plus mal placé en Europe, mais aussi les mouvements de population. Les estimations de mouvements de population, nous ne serons peut-être pas là, sauf les jeunes qui sont dans la salle, qui vont avoir lieu vers les années 2025, sont énormes et se feront quelle que soit la décision des uns et des autres. Le développement économique dans cet ensemble-là est très contrastant. Quelques chiffres. Le PIB par habitant, 2006, dans un pays comme la France, était environ de 35 400 euros. Il était de 32 000 en Espagne, par exemple, 22 000 au Portugal. 10 fois moins au sud, dans les pays comme l'Algérie, la Tunisie, à la même époque, 3 500 euros. 2 000 euros au Maroc, moins de 2 000 euros dans un pays comme la Mauritanie.
C'est des chiffres qu'on peut retrouver un peu partout, ce qui montre des grandes distorsions. Dans beaucoup de pays arabes, et c'est une donnée aussi, comme je disais à propos de la démographie, qui est cachée par les chiffres que je vous donne, plus du tiers du PIB est lié aux matières premières, essentiellement les hydrocarbures, avec un impact sur le développement que vous imaginez bien très, très restreint. Une parenthèse concernant un domaine, et je reviendrai sur ce qui a été dit par quelques intervenants à propos des aides qu'on peut apporter du nord vers le sud, de la part des pays européens vers les pays du sud. Moi, je pense que la meilleure des aides, et je ferai d'ailleurs à la fin une proposition que j'avais faite dans un autre cadre, c'est qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait des investissements. Et ce n'est pas facile parce que ce ne sont pas les États qui décident. La part des investissements directs des pays de l'Union européenne dans les pays du Sud n'est que de 2%, 2% de l'ensemble des investissements des pays européens dans le monde, seulement 2% vont dans les pays du Sud de la Méditerranée. Le reste va dans les autres pays européens, surtout en Asie ou en Amérique. Pour donner une comparaison, les États-Unis, en matière d'investissement direct, consacrent 10 fois plus d'investissement direct à l'Amérique du Sud, c'est-à-dire 20% de la part des investissements étrangers. C'est une donnée extrêmement importante et la véritable aide qu'on peut avoir, c'est faire en sorte qu'il y ait une coopération juste et qu'on abandonne ce qui a été toujours le cas, de considérer les pays du Sud comme des bazars, comme des marchés, comme des lieux où on peut trouver un certain nombre de matières premières, et particulièrement hydrocarbures, phosphates, etc., ou quand c'est des produits manufacturés, des produits très faiblement impactés dans le développement de ces pays. Je continue avec les points de repère, les conflits importants. Vous les connaissez, je vous les rappelle. Conflit israélo-palestinien, tension algéro-marocaine concernant le Sahara occidental, guerre civile, et j'appelle ça une guerre civile, en Irak, situation précaire au Liban, je fais très court, parce que je sais que vous connaissez la situation très précaire aujourd'hui au Liban, problème des minorités religieuses et ethniques. Problème des minorités religieuses, non seulement la question des chrétiens des pays arabes, mais aussi le conflit qu'on retrouve un peu partout, exacerbé particulièrement aujourd'hui dans un pays comme l'Irak entre sunnites et chiites. Et s'il y a une catastrophe qui s'est produite en Irak, au-delà de toutes les victimes et de tout ce qu'on a cassé dans ce pays, le changement de la structure de composition du pays et le changement de rapport de force sera certainement dramatique au moment surtout où les Américains vont se retirer de ce pays. Des défis lourds. Le problème de l'eau au sein des pays, la question de la gestion de l'eau et l'existence de la disponibilité de l'eau, mais surtout les risques de conflit là où le partage de cette source de vie est contesté, particulièrement au Moyen-Orient. Pour ceux qui s'intéressent à la question, quand on voit la configuration des cours d'eau dans une région qui regroupe Turquie, Syrie, Irak, Israël, Palestine, Jordanie, on s'aperçoit bien que c'est un grand problème. Et là où il y aurait peut-être nécessité que la communauté internationale puisse faire quelque chose, et l'Union européenne particulièrement, c'est de tout faire pour qu'on puisse mettre une règle supranationale de prise en charge de ce problème. Sinon, il sera la cause dans les années à venir de très graves conflits. C'est une région convoitée. C'est une région convoitée, évidemment une présence lourde des USA et de l'OTAN, mais j'ai utilisé une expression, je m'en excuse à l'avance, deux grandes puissances, la Russie et la Chine, sont en position d'attente active. Je pense que dans les années
qui viennent de la Chine, comme elle le fait de plus en plus d'une manière organisée et avec beaucoup de moyens dans l'espace africain. J'utilise exprès le mot espace. Le Moyen-Orient, ses richesses seront certainement convoitées, et en présentant cela comme tout à fait normal, pourquoi des pays comme les États-Unis d'Amérique sont présents et pourquoi pas la Chine. Des tentatives d'organisation régionale, et je m'avance au fur et à mesure vers ce que je vais vous proposer. Ces tentatives, je vais les rappeler très rapidement, de tout temps, depuis les années 60, particulièrement depuis les indépendances des pays du Sud, des accords ou des tentatives d'accords ont eu lieu. Pour la petite histoire, on parle beaucoup de l'intégration de la Turquie dans l'ensemble européen, quel que soit le nom de cet ensemble à un moment ou à un autre, date d'une signature d'un accord en 63. Politique méditerranéenne renouvelée de 92. Processus de Barcelone en 95. Processus de Barcelone en 95, c'est un processus euro-méditerranéen. Ceux qui ne suivent pas les questions se disent oui, on l'a toujours entendu. Oui, c'est un processus euro-méditerranéen parce qu'il s'agit de l'ensemble de l'Union européenne, quelle que soit sa composition à un moment ou à un autre. En 95, elle était différente d'aujourd'hui, et de tous les pays méditerranéens non européens. Donc ça fait un grand ensemble, et le processus consistait à mettre en place des cadres de concertation. Le processus n'a pas atteint les objectifs assignés, mais il y a eu quand même quelques opérations réussies, les gens se sont parlé. S'il ne fallait citer qu'un exemple, je citerai celui qui a été cité dans une interview, c'est l'Institut Anna Lindh, du nom de cette admirable femme assassinée qui était ministre des Affaires étrangères en Suède. C'est un institut qui est réseau des réseaux, c'est-à-dire qui justement essaye de répondre à la question que tous ceux qui travaillent sur la Méditerranée essayent d'avoir. Donc une réponse à cette question, c'est de mettre les gens en contact, et ils font un travail important. Ils sont installés avec la bibliothèque d'Alexandrie, évidemment Alexandrie. L'Union pour la Méditerranée. Tout à l'heure, quelqu'un faisait le lapsus en disant l'Union de la Méditerranée. Je m'arrête juste un moment parce que ça va nous intéresser. Je pense que M. Bianco va en parler tout à l'heure.